Restons sur la thématique américaine dans ce jour férié, ce jour de fête nationale, ce jour d'indépendance aux États-Unis. Éric Lafrenière est avec nous, gérant action américaine chez Richelieu Gestion. Bonjour et bienvenue Éric. Bonjour. Un bilan qu'on peut tirer du premier semestre du point de vue du marché action aux États-Unis, c'est de voir que le S&P 500, large au global, a retrouvé les niveaux qu'il connaissait en mars 2022, c'est-à-dire avant même la première hausse de taux de Jérôme Powell et de la Réserve fédérale américaine. On a effacé toute la baisse qui a été liée à cette remontée violente des taux d'intérêt tout au long de 2022. Ça, c'est fait. Oui, tout à fait. Après, si on prend du 31 décembre, il y a encore à peu près 4,5%. Si on prend du 31 décembre de 2021, donc sur un an et demi. Et ce qu'on a pu voir sur cette année et demie de marché, c'est qu'on a eu beaucoup de rotations sectorielles, beaucoup de rotations thématiques. Et notamment cette année, depuis le début de l'année, on en parlait tout à l'heure, les Magnificent Seven qui ont tiré le marché. On regarde la performance cette année sur le S1 entre le S&P équipondéré, où chaque valeur a le même poids dans l'indice, et le S&P classique, où bien entendu ces grandes valeurs de la tech américaine ont des poids beaucoup plus importants. On est à un écart un peu plus de 10% depuis le début de l'année, écart qui s'est inversé sur le mois de juin. Est-ce que on va y venir, mais dit autrement, effectivement, alors les 7 magnifiques, peut-être qu'il faut les définir, parce qu'on a en tête le terme GAFA, GAFAM, il y a eu les FANG, c'est des acronymes habituels aujourd'hui sur les marchés. Les 7 magnifiques, je ne sais pas d'ailleurs qui est à l'origine de ce terme-là, mais c'est le terme du moment utilisé par les médias américains pour décrire donc ce groupe de valeurs qui sont lesquelles, du coup, Eric ? En fait, en France, on utilise le terme Malamat. Malamat, pardon. Malamat. Avec, on a, bien entendu, on a Meta, Alphabet, Netflix, Amazon, Nvidia, Amazon et Tesla. Et voilà, ce sont les 7 valeurs qui ont vraiment tiré le marché depuis le début de l'année. Un peu moins au mois de juin, par contre. On voit Alors voilà, c'est ça qui est intéressant. À la fin de ce premier semestre, sur quelques semaines au cours du mois de juin, il y a l'idée que la participation, comme on dit, s'élargit, c'est ça ? Exactement, et pour nous, c'est essentiel à la poursuite de la hausse du marché. On a vu que depuis, en tout cas notamment les 5 premiers mois de l'année, ou je dirais même plutôt depuis la crise financière aux États-Unis, où on a senti un petit peu avec SVB Financial, c'est là qu'on a eu vraiment le retour du marché, ou un retour de l'appétit pour ces grandes capes très liquides de la tech. On voit que là, on a un début d'inversion sur le mois de juin. Un hirondelle ne fait pas le printemps, mais on peut espérer que ça se met en place. Donc le marché a besoin que ces valeurs-là, bien entendu, ne s'effondrent pas. Donc on peut avoir un parcours sur la deuxième moitié de l'année où la tech va progresser, mais sur des rythmes beaucoup moins importants, et que effectivement cette performance du marché va se propager à d'autres secteurs, notamment les valeurs cycliques et les small cap américaines. C'est intéressant parce qu'on a beaucoup commenté effectivement la performance et le retour des investisseurs sur ce groupe de valeurs technologiques, ces méga cap américaines, valeurs refuge effectivement en période d'incertitude, mais est venu se greffer quand même le thème de l'IA derrière. Et on s'est dit, ça c'est le nouveau driver, c'est le nouveau moteur qui va emmener les valeurs technologiques vers de nouveaux sommets, dans un nouveau cycle, etc. Vous dites, attention, peut-être que déjà beaucoup a été joué de ce point de vue-là sur ces valeurs-là spécifiquement. En fait, sur ces valeurs-là, ça a commencé fin avril, début mai avec Nvidia. Et on l'a vu, un parcours exceptionnel. Bien entendu, l'IA reste une thématique très long terme importante. Après, la monétisation de cette thématique a peut-être été trop fortement anticipée sur les prochaines semaines. Donc on verra dans les résultats notamment du Q2 qu'on verra pour Nvidia et autres. Donc nous, cette thématique-là, on l'a un petit peu sous-pondérée. On a pris nos bénéfices fin mai, début juin. Aujourd'hui, on se retrouve sous-pondéré sur le secteur de la tech et plutôt fortement surpondéré sur des valeurs cycliques, small cap également. Et donc il y a l'idée que ce phénomène de concentration qu'on a à nouveau observé, ça fait des années qu'on a ce phénomène de concentration, mais qui a été encore exacerbé là au cours du premier semestre, qui semble peut-être commencer à se détendre au mois de juin. C'est plutôt un signal positif pour la suite. Ça veut dire que le reste du marché, tous ces segments de marché qui ont encore la tête sous l'eau, pour dire les choses simplement, Éric, il y a une chance de les voir rattraper leur retard. On le voit, il y a plusieurs signaux quand même positifs de ce côté-là. C'est que, cette fameuse récession dont on parle depuis plusieurs trimestres maintenant n'arrête pas d'être repoussée. Donc on se dirige, encore une fois, pour le moment, en tout cas ça reste aussi notre scénario, vers soit un soft landing, soit un no landing sur l'économie américaine. Donc on voit ces valeurs-là qui ont été, disons, un petit peu pénalisées par ces inquiétudes de ralentissement économique fort. On le voit aussi, on parlait des indicateurs manufacturiers qui sont sensiblement dégradés. On est sans doute sur des points bas.
On peut espérer, peut-être pas cette année, mais sur début 2024, un assouplissement de la politique monétaire américaine, ce qui redonnera un élément de relance à l'économie. Donc nous, on aime bien le secteur des industriels. Et aussi, on le regardait sur le mois de juin, on a eu une surperformance du Russell 2000 par rapport aux autres indices, et notamment par rapport au Nasdaq. Donc on peut anticiper, dans un scénario où l'économie tient, et ce qui reste le nôtre, une reprise un petit peu de ces autres secteurs-là, ce qui permettra de tirer les indicateurs un peu plus haut pour la fin de l'année. Après, ce qu'il faut garder quand même en tête, et ça c'est un indicateur important, on regardait les positions short sur le marché, qui étaient sur des niveaux records à fin mai. Ouais. Entre fin mai et juin, on a près de la moitié de ces positions short qui se sont réduites. Qui ont été coupées. Oui, qui ont été coupées. Donc on risque quand même d'avoir un petit peu de turbulence dans les semaines, mois à venir, mais je pense que tout repli de marché aujourd'hui est une opportunité de re-rentrer, notamment pour ceux qui ont loupé ce rallye de début d'année. Ouais. Le sous-investissement action a été un moteur puissant de la hausse, hein, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Aujourd'hui, vous dites que ce sous-investissement a été quand même un peu neutralisé en partie. Ça rend le marché peut-être un peu plus fragile, je ne sais pas comment le dire, ou un peu plus complaisant. Une autre manière de regarder, c'est aussi... Ben oui, moins de 14. Oui, mais ce qu'on regardait sur le VIX, et c'était ça qui était quand même relativement paradoxal, à fin mai, on avait aussi un VIX qui était quand même pas sur des niveaux très très élevés. On a accentué un petit peu cette baisse dans les dernières semaines, mais on avait ces positions short qui restaient très élevées. Ces positions short se sont réduites. Par contre, le niveau de cash, de liquidité dans les grandes gestions américaines reste sur des niveaux qui sont au-dessus des moyennes historiques. Donc il y a encore ce potentiel de réinvestissement. Et il faut aussi voir, et on n'est pas rentré dans les discussions autour des résultats pour le moment, mais qu'on a des perspectives bénéficiaires sur 2024 qui redeviennent double digit et que le on reprend les bonnes vieilles habitudes, et que le marché va devoir recommencer à se positionner. On anticipe, en tout cas le rôle du marché est toujours d'anticiper ce qui va venir, et qu'à un moment on aura peut-être un rebasculement d'une partie de l'obligataire vers l'equity, et que ça ramènera encore des flux supplémentaires sur les marchés actions aux US. Bon, effectivement, la prochaine étape, là, à très court terme, dans les prochains jours, prochaines semaines, ça va être la saison de publication des résultats du deuxième trimestre. Qu'est-ce qu'on peut dire des anticipations des analystes et de ce que vous attendez, vous, chez Richelieu, pour la partie américaine, de ces résultats? Ça fait là aussi 12-18 mois, comme pour la récession, que chaque trimestre, on attend des pincements de marge, une dégradation, dans les discours des chefs d'entreprise, dans les guidance qui sont délivrés au marché. Ça fait des trimestres que ceux qui l'attendent sont pris à revers. Est-ce que c'est à nouveau la même histoire qui se profile là pour les résultats du T2 ? Écoutez, ce qu'on avait vu sur le Q1 déjà rapidement, c'est qu'on est ressorti avec des résultats sur la période qui étaient beaucoup mieux que ce qu'on anticipait en début de période de publication. Qu'est-ce qu'ont fait les analystes ? Cette surprise positive qu'on a eue sur le Q1, on l'a impacté négativement sur les attentes du Q2, donc on a dégradé les attentes du Q2. Pour le moment, on l'a vu, vous en parliez tout à l'heure, la construction, les plans de relance aux États-Unis, l'emploi qui tient. Donc, a priori, on se redirige encore vers une période où on va battre les attentes. Notamment, nous, on le voit, ça s'était beaucoup dégradé, ça semble se stabiliser, voire s'améliorer un petit peu sur le secteur des valeurs manufacturières, valeurs industrielles, et on attend une surprise positive de ce côté-là. Il faut voir, après avoir eu Reaganomics dans les années 80, on a Bidenomics qui se met en place, et on voit toutes ces mesures de relance pour l'économie, et pour le moment, l'économie tient. Donc, on s'attend, nous, notamment sur la partie même consommation discrétionnaire, devrait être plutôt pas mal. Les parties industrielles, les valeurs industrielles, les matériaux, qui, eux, sont attendus plutôt négativement. On pourrait avoir aussi une surprise positive de ce côté-là. Ce que vous évoquiez en début d'émission, justement sur les matériaux critiques pour l'électrification, semi-conducteurs, électrification, etc. On est exactement dans cette même secteur pour l'électrification des véhicules électriques, que ce soit le lithium ou le graphite. Et d'où cette nécessité de diversifier ces chaînes de production et de trouver des capacités de production en Amérique. Justement aussi pour bénéficier des mesures en place pour les subventions dans le cadre des véhicules électriques aux États-Unis, où il faut non seulement assembler le véhicule sur place, mais aussi avoir une partie des minerais qui sont dans la batterie, qui sont aussi produits sur place. C'est un thème cœur pour vous, cette nouvelle mobilité, je ne sais pas comment vous la définissez dans le fonds Richelieu américain, mode de transport de demain. Voilà. Alors c'est vrai qu'on a eu coup sur coup les livraisons des grands de l'auto électrique, Tesla, BYD, américains, chinois, bien sûr. Il y a cette réponse de la Chine sur les métaux critiques face au durcissement des sanctions américaines. On en parlera ce soir spécifiquement avec un analyste de Brian Garnier sur les semi-conducteurs, mais
c'est à la fois une thématique fondamentale et en même temps c'est une thématique où la géopolitique est prépondérante. Oui, tout à fait. Ce qui n'est pas évident pour un investisseur qui cherche généralement à être assez rationnel, froid, fondamental dans son approche. Là, il faut tenir compte d'une dimension géopolitique qui est surprenante parfois. Oui, et qui peut être mouvante. Exactement. Exactement. Et quand on regarde aujourd'hui, les constructeurs automobiles ont vraiment adopté ce tournant vers l'électrique. Donc on le voit, la demande semble être au rendez-vous. On l'a vu dans les chiffres de Tesla, on l'a vu dans les chiffres de BYD. Ouais. Donc la demande est là, sans doute un peu plus forte qu'on pouvait même l'attendre. Donc toute cette pression sur les minéraux qui sont utilisés dans le cadre de la batterie va monter, et la capacité ou la nécessité de pouvoir diversifier cette chaîne d'approvisionnement pour éviter d'être trop dépendant de la Chine a un rôle encore plus important aujourd'hui. Et alors, c'est peut-être trop tôt pour en tirer des enseignements, mais le fait que la Chine annonce la mise en place, alors c'est une politique de contrôle des exportations. Pour l'instant, ils n'en sont pas à couper les exportations, mais à demander un contrôle de ces exportations de métaux critiques spécifiques. Est-ce que ça peut rejaillir positivement sur des producteurs de métaux non chinois qui vont se retrouver peut-être avec des prix plus élevés et donc des engagements plus importants pour investir dans cette production? Nous, on est porteurs de sociétés qui investissent sur ces minéraux. Ce n'est pas notre cas d'investissement, parce qu'on a besoin donc de diversifier ces chaînes, certes. La demande accélère, donc c'est important d'être sur ces niveaux-là, mais ça serait un facteur effectivement qui pourrait jouer en leur faveur aussi à court terme, la hausse de ces tensions politiques. Après, on a la visite de Mme Yellen cette semaine. Je pense que personne n'attend réellement quelque chose de cette visite, à part le maintien du dialogue. Ça veut dire qu'on se quitte après. Blinken et Yellen en moins d'un mois, quand même. Oui, c'est ça. Mais on n'a pas d'annonce nécessairement dans un sens ou dans l'autre. Juste montrer qu'on se parle. Exactement. Et qu'on est capable de se voir. Exactement. Et je pense que le marché sera satisfait, en tout cas à ce stade des discussions, si on repart dans ces mêmes conditions, de dire on se revoit et on continue les discussions, histoire de ne pas augmenter la tension politique qu'on peut avoir aujourd'hui entre ces deux pays. Et c'est un peu l'idée. Et ça vient aussi en soutien à ce qui se passe sur l'économie américaine aujourd'hui. Je disais, alors je ne sais pas si c'est le narratif qui accompagne la visite de Janet Yellen, mais je disais qu'elle voulait évoquer le sujet de la détention des actifs américains par les Chinois, en incitant Pékin à pas trop larguer de treasuries d'une certaine manière. Ça reste un sujet, surtout dans ce, disons, on sait que l'État américain va avoir besoin d'émettre, on a réglé le problème. Bien sûr, il y a des T-bills qui arrivent. La deuxième moitié de l'année, et on a besoin de trouver preneur pour éviter que les taux s'enflamment trop. Et bien entendu, il faut maintenir ces bonnes relations avec nos créanciers. Essayer de limiter l'escalade inévitable, on l'aura compris, dans l'affrontement Chine-États-Unis. C'est peut-être la mission de Janet Yellen pour cette semaine à Pékin. Merci beaucoup Eric, merci d'être venu parler de ce marché américain et de ses perspectives qu'on peut avoir pour la deuxième partie d'année. Eric Lafrenière, gérant action américaine chez Richelieu Gestion, qui était avec nous, l'invité en plateau de Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition, on se retrouve ce soir évidemment à 17h en direct sur Bismart.